Les pilotes MotoGP rentrent de vacances et se retrouvent ce week-end à Silverstone. Et pendant cette trêve estivale, il y a eu des nouveautés dans le règlement, tout comme des informations à ne pas louper. Alors voici le résumé pour être à jour pour ce 9e Grand Prix de la saison. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Et après 5 semaines de pause, il est temps de retrouver le chemin des circuits pour le MotoGP et pour nous également, avec un Francesco Bagnaia, leader du championnat pour 35 points sur Jorge Martin et pas beaucoup plus, 1 point sur Marco Bezzecchi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les informations de cette trêve estivale et on commence avec la première, à savoir la modification des qualifications. Le nouveau format des week-ends avec l'instauration des sprints a été vivement critiqué, surtout par les pilotes et notamment le système de qualification. Puisque depuis le début de la saison, pour rentrer en Q2, ce sont les 10 premiers pilotes au classement combiné des 2 séances du vendredi, obligeant ainsi les pilotes à performer dès le vendredi matin. Mais à partir du Grand Prix de Silverstone, uniquement la 2e séance du vendredi, donc celle de l'après-midi, comptera pour directement se qualifier en Q2. Et ce seront, pareil, les 10 premiers pilotes. Et la nomination des séances change aussi, mais pas le temps. Donc, pour faire un petit résumé, il y aura essai libre 1 de 45 minutes le vendredi matin, les essais de 60 minutes le vendredi après-midi, essai libre 2 de 30 minutes le samedi matin, et qui seront toujours suivis directement de la qualification 1 et 2. Mais alors pourquoi en avoir moins? Est-ce que c'est vraiment logique de supprimer du temps pour avoir accès à la Q2? Pour les pilotes, il fallait prendre trop de risques dès le vendredi matin, dès la première séance, et sans pouvoir vraiment travailler le week-end, pouvoir tester des choses ou bien amener des nouveautés. Il fallait directement signer un chrono le vendredi matin pour espérer ne pas aller en Q1, sachant qu'il n'y en a que 2 qui peuvent en sortir et après accéder à la deuxième partie des qualifications. Et on le sait, aujourd'hui, partir hors des 2 troisièmes lignes sur un Grand Prix ou sur une sprint, eh bien c'est compliqué pour la suite de la course. Mais ça c'est encore un autre sujet, quoi qu'on va un petit peu y revenir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, cette règle devait être appliquée au début de la saison 2024, puisque tous les constructeurs n'étaient pas d'accord, c'était Ducati qui bloquait. Mais finalement, le vote a été unanime et c'est applicable dès ce week-end et ce pour le reste de la saison. Deuxièmement, Pol Espargaro est de retour à Silverstone après 4 mois de convalescence suite à sa lourde chute à Portimao le vendredi après-midi en essai. L'Espagnol doit certes passer par le contrôle médical ce jeudi, mais a été déclaré apte par ses médecins pour reprendre la compétition. Depuis 6 Grands Prix, il était remplacé par Jonas Folger et Espargaro est déjà remonté sur sa moto de Grand Prix, notamment pendant le Festival of Speed à Goodwood cet été. Mais bien sûr, il a aussi roulé sur différents circuits pour de nouveau reprendre la main avec différentes motos. Et son retour sur une machine est bien plus tôt que prévu, puisque les médecins avaient estimé une guérison à 6-7 mois. Il a gagné 3 mois. Il s'était notamment cassé 3 vertèbres, dont la 8e scindée en 2, et aussi la mâchoire. Il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, où il a dû garder cette mâchoire fermée, et pendant tout ce temps, il ne pouvait se nourrir que de soupe, donc ce qui lui a valu de perdre 2,5 kg par semaine, et ça uniquement de muscles, ce qui a fait un total environ de 8 kg à tout reprendre à l'entraînement. Ça a été une étape très difficile tant physiquement que psychologiquement, et même si le numéro 44 ne reviendra pas à 100% ce week-end, il reste toujours au cœur du projet Tech 3 GasGas. Petit 3, le contrôle des pressions pneumatiques rentre en vigueur ce week-end et vous le voyez, il y a beaucoup de choses à Silverstone, mais cette nouvelle réglementation, on en parlait déjà depuis quelques temps dans le paddock MotoGP. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien la pression recommandée devient maintenant obligatoire sous peine de pénalité. C'est une pression qui doit être respectée pendant un certain pourcentage du temps de la course et de la sprint et qui forcément sera différente en fonction des week-ends et du circuit. Concernant les pénalités, c'est graduel. Une infraction, c'est un avertissement. La deuxième, c'est 3 secondes de pénalité. La troisième, c'est 6 secondes de pénalité. Et la quatrième, 12 secondes. Et à l'avenir, la disqualification sera intégrée aux pénalités. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde se familiarise avec cette nouvelle réglementation.
Et il y aura également une pression recommandée obligatoire du coup pendant les essais et les qualifications sous peine d'avoir un chrono annulé. Alors tout ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, bien au contraire, ça a été testé dans cette première partie de saison. Maintenant, est-ce que c'est bien vu par les pilotes? Pas vraiment. Cette règle intervient après plusieurs abus de pression trop basse la saison passée. Beaucoup de pilotes roulaient en dessous des recommandations pour augmenter la surface de contact du pneu au sol, ce qui équivaut à avoir plus d'adhérence, mais surtout aussi pour éviter une surchauffe de la gomme du pneu avant, qui a tendance à augmenter très rapidement quand ils sont dans le trafic. Ce n'était pas pour avoir un avantage, mais c'était plus pour prévenir d'un désavantage, puisque l'objectif était de faire monter le pneu dans la bonne pression au cours de la course. Certains pilotes sont contre cette règle, notamment pour des problèmes de sécurité, et craignent aussi que l'augmentation de la pression dans les pneus avant empire en course, ce qui est déjà un problème récurrent en MotoGP. Et bien sûr, l'information de la semaine, je n'allais pas passer à côté, c'est le départ de Franco Morbidelli de chez Yamaha à la fin de la saison et l'arrivée d'Alex Rins chez les Bleus en 2024. Le jeu des chaises musicales commence véritablement. Alors voir l'Italien quitter Yamaha à la fin de la saison n'est pas véritablement une grande surprise, bien en dessous des performances attendues. Son contrat qui expire à la fin de la saison n'est donc pas reconduit. Après sa blessure au genou et son transfert dans l'équipe officielle, les résultats de Franco Morbidelli ont chuté, alors qu'en 2020, il est terminé vice-champion du monde. Alors quel avenir pour Morbidelli? Le World Superbike ou bien la VR46? On va y venir juste après, parce que à l'issue de cette annonce, quelques minutes après, a aussi été annoncée l'arrivée d'Alex Rins chez Yamaha pour 2024. Il rejoint donc Fabio Quartararo, et même s'il avait signé avec le HRC jusqu'à la fin de la saison prochaine, dans son contrat est écrit qu'il y a une option de sortie si une équipe officielle lui faisait une offre. Et en étant à la recherche d'un statut de pilote officiel, Rins n'allait pas refuser Yamaha, même si la marque aux 3 diapasons n'est pas en très grande forme, un peu comme Honda. Le numéro 42 a ce besoin d'être beaucoup plus impliqué dans un projet, ce qu'il n'avait pas avec le HRC. L'arrivée de l'Espagnol ne peut faire que du bien à Yamaha, lui qui n'a connu que des constructeurs japonais, avec 6 ans passés avec Suzuki et une année avec Honda. Il est auteur de 6 victoires en MotoGP, dont une cette année avec LCR Honda. Peut-être ramènera-t-il alors la R1 sur la plus haute marche du podium, elle qui n'a plus connu de victoire depuis l'Allemagne en 2022 avec Fabio Quartararo. Et Yamaha a peut-être trouvé un coéquipier à la hauteur du champion du monde 2021 qui se retrouvait un petit peu seul pour développer cette moto en grande difficulté. L'autre info dont je voulais parler avant cette annonce, c'est le remplacement de Alex Rins par Iker Lecuona, puisque l'Espagnol est toujours en rééducation suite à sa fracture du tibia péroné. Iker Lecuona le remplacera ce week-end à Silverstone, lui qui devait participer aux 8 heures de Suzuka, qu'il a gagné l'année passée au HRC, et bien reviendra en MotoGP encore l'espace d'un week-end. Faisons un point sur les transferts, sur les possibilités, du moins sur ce jeu des chaises musicales comme je le disais avant. Revenons sur le cas de Morbidelli et de la VR46, qui souhaiterait conserver son line-up composé de Luca Marini et de Marco Bezzecchi, mais ce dernier peut aussi s'en aller chez Pramac Ducati, ce qui laisserait alors une ouverture pour Franco Morbidelli de rejoindre l'équipe de Valentino Rossi qui le soutient énormément durant cette période assez compliquée pour lui. Mais tout ça au détriment de qui ? D'un pilote Pramac, notamment de Johann Zarco. Mais écarter le français après son bon début de saison ne ferait pas sens. Du côté des Oranges, il y a un problème de luxe, à savoir trop de pilotes, puisque Pedro Acosta a annoncé monter en MotoGP la saison prochaine. Il est en contrat avec KTM et dans celui-ci est marqué qu'il peut monter en catégorie reine en 2024. Mais avec 4 guidons de déjà pris. Où le placer, sachant que la Dorna ne veut pas accorder 2 nouvelles motos supplémentaires à KTM dans une nouvelle équipe. Carmelo Ezpeleta souhaite rester avec 20 motos sur la grille. Alors Acosta en MotoGP, mais au détriment de quel pilote? Augusto Fernandez. Mais là encore, compliqué de voir l'Espagnol sur la sellette avec ses bons résultats, lui qui a marqué des points à chaque week-end. Pour un rookie, il faut le rappeler. Celui, par contre, qui devrait s'inquiéter, c'est Fabio Di Giannantonio, qui depuis ses débuts en MotoGP n'a pas vraiment performé et se retrouve vraiment dans une situation critique. Ça,
au profit de Tony Arbolino, l'actuel leader en Moto2 qui convoite de plus en plus son guidon chez Gresini. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Alors ce week-end c'est le Grand Prix de Silverstone et vous allez me dire Margot, il n'y a pas d'épisode des essentiels, mais l'année dernière j'en avais déjà publié un, donc je vous invite à aller le voir, elle s'affiche juste ici, la vidéo. Et ensuite, pour ce week-end, quelques petites infos quand même, notamment au niveau de la météo, qui s'annonce très capricieuse, avec de la pluie d'annoncer, mais aussi des orages. Et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, mais aussi me donner ton pronostic pour ce week-end. Je t'invite à liker et repartager cette vidéo, tout comme à t'abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook, et aussi à passer une agréable journée. Salut!